Chers amis, bonsoir et bienvenue à Nantes. J'ai conscience de ne pas être chez moi, mais très heureuse d'être accueillie dans cette belle ville de Nantes. Alors nous sommes réunis ce soir à l'ouverture de la 4e université d'automne des maisons de l'Europe. Nous avions commencé, rappelez-vous, à Caen, puis ce fut Lyon, l'année dernière Strasbourg, et cette année Nantes. Vous constatez le soin avec lequel on essaie d'équilibrer les régions, les grandes régions, les petites régions. Enfin, nous ne faisons pas de hiérarchie. Et l'année prochaine, je ne sais pas où nous serons, peut-être à Paris, mais ce n'est pas encore certain. Et comme ça, on aurait fait vraiment le Tour de France. Alors, nous n'allons pas perdre de temps. Dans notre séance d'ouverture, la parole est d'abord aux élus qui nous reçoivent avec, je le souligne avec chaleur, qui nous reçoivent toujours très bien. Et cette année, comme les années précédentes, merci au Conseil régional qui nous accueille ici, dans ce magnifique bâtiment et dans cette magnifique salle. Merci au Conseil général, merci à la ville de Nantes qui nous recevra demain soir à l'hôtel de ville et dont les représentants s'exprimeront également demain soir à l'hôtel de ville. Et merci à la Maison de l'Europe de Nantes, évidemment, à ses bénévoles, à ses permanents, qui font tout le travail sur le terrain pour que les choses se déroulent de la meilleure façon possible. Ensuite, je dirais un merci particulier à une certaine personne que vous connaissez à la Fédération française des maisons de l'Europe et qui porte un très joli prénom. Je pense que vous voyez à qui je fais allusion. Si elle est encore en état de fonctionner samedi soir, parce qu'elle est soumise à un travail d'une intensité absolument épuisante. Pour l'heure, il faut tenir, ma chère Fleur, ce n'est pas le moment d'avoir la moindre faiblesse. Et je vais donner immédiatement la parole à notre hôtesse ici, Madame Liliane Jean, qui représente Monsieur le Président du Conseil régional des Pays de la Loire. Chère vice-présidente, à vous la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le député européen, Madame la vice-présidente du Conseil général, Madame Catherine Lalumière, vous êtes chez vous, vous êtes ici dans la maison du peuple. Donc vous êtes tous évidemment les bienvenus dans cette maison qui vous appartient également. Bonjour également à la présidente de la Maison de l'Europe qui va bientôt nous rejoindre, mais qui est encore sur une table ronde. Bonjour Martine, voilà, qui fait une entrée discrète. Oui, quelle entrée. Bonjour Martine. Bonjour donc messieurs et mesdames les intervenants et bonjour mesdames et messieurs. Donc je vous souhaite vraiment la bienvenue ici à l'hôtel de région. Je suis vraiment sincèrement ravie de vous accueillir ici, donc au nom de Jacques Oxiette, mais aussi en mon nom propre en tant qu'élu délégué à l'Europe, ici à la région des Pays de la Loire. Donc ravie de vous accueillir pour cette 4e université d'automne des fédérations des maisons de l'Europe. Nous en avions parlé il y a à peu près un an avec Catherine Lalumière en disant il faut vraiment organiser quelque chose ici en région des Pays de la Loire. Et c'est chose faite, j'en suis ravie. Donc cette université se tient à une période, je dirais, européenne charnière.
Le nouveau Parlement européen s'est mis en place en juin dernier. La nouvelle Commission, ça y est maintenant constituée. Et les programmes de la période 2014-2020 se mettent en place progressivement. Donc c'est vraiment une période très pertinente que vous avez choisie pour réfléchir justement à ce nouveau thème-là de cette conférence sur le nouveau visage de l'Europe. Donc il y a son projet et la place des citoyens dans cette Europe, c'est vraiment très important à cette période charnière. Donc sachez que la région des Pays de la Loire est très attachée à la sensibilisation européenne et à la nécessité de rapprocher les citoyens européens de l'Europe. Je vous l'expliquerai plus précisément demain matin à la première heure sur la manière dont nous procédons ici en région Pays de la Loire, sur la manière de justement sensibiliser et rapprocher l'Europe de ses citoyens. Donc même si la situation européenne globale, je dirais, interroge beaucoup les citoyens, on sait aussi que le désamour et le désintérêt des citoyens pour l'Europe proviennent aussi beaucoup d'une certaine méconnaissance et d'un certain sentiment d'éloignement des enjeux européens. Or, nous avons ici la chance d'être dans une région extrêmement europhile, avec un réseau d'associations actives qui œuvrent à la sensibilisation européenne. Ici, à la région, nous portons les mêmes convictions. Nous poursuivons les mêmes objectifs. Nous avons donc fait le choix de nous appuyer sur ce réseau d'associations à vocation européenne pour être plus efficaces ensemble, et je peux vous assurer qu'elles sont très nombreuses ici en région. Et évidemment, les maisons de l'Europe y tiennent bien sûr une place fondamentale. Donc nous avons l'avantage en région de disposer de 4 maisons de l'Europe et de 5 centres d'information Europe Direct, ce qui est évidemment considérable et ce qui offre l'opportunité d'une diffusion territoriale évidemment très large. Donc sensibilisation, information, formation, développement d'échanges, toutes ces activités au plus proche des citoyens sont parfaitement menées par les maisons de l'Europe et méritent d'être saluées et encouragées. Et c'est ce que nous faisons ici en région avec fidélité depuis bientôt plus de 10 ans. La jeunesse, pour nous, tient une place particulière dans notre politique européenne. Nous le savons tous, le projet européen n'aura un avenir que s'il est porté par les jeunesses. Je dis bien les jeunesses parce que la jeunesse est multiple. Pourtant, lors des dernières élections européennes, nous savons que les jeunes se sont peu mobilisés. Certains même se sont tournés vers des partis anti-européens. Et je pense qu'il faut que nous prenions la mesure justement de ce constat qui est dramatique. Alors c'est ce que nous faisons ici en région et que je vous présenterai plus en détail dès demain matin puisque c'est un axe de développement très important au niveau de nos politiques publiques. Vous le savez également, les régions sont depuis le 1er janvier de cette année donc autorités de gestion des fonds européens. Alors évidemment, cette nouvelle compétence nous oblige à une grande responsabilité vis-à-vis de l'Europe, mais aussi vis-à-vis des Ligériens. Les Ligériens étant les habitants des Pays de la Loire, je le précise, pour ceux qui ne sont pas originaires de la région. Or, nous souhaitons que cette nouvelle, justement, responsabilité ne soit pas uniquement pensée comme une manne financière venant de l'Europe. Je dis toujours, les fonds européens, on n'est pas là le portefeuille de l'Europe, on doit servir autre chose. Donc cette responsabilité, il faut que ce soit l'opportunité de décliner justement des politiques européennes sur notre territoire, qu'elle soit l'opportunité de montrer aux citoyens que l'Europe a un impact positif sur leur vie et sur leur avenir, que ce soit l'opportunité de montrer que l'Europe n'est pas qu'un seul carcan de normes, même si c'est vrai qu'il y en a, mais que ce n'est pas que ça, comme certains se plaisent à le dire, mais que l'Europe, c'est aussi un levier pour le développement économique, le développement social, le développement environnemental de notre région. Et parce que l'Europe doit toucher tout le monde et tous les territoires, nous avons développé dans notre programme opérationnel un dispositif qui a été co-construit avec toutes les parties prenantes. Et les fonds européens, qui ne sont que les outils des politiques publiques ambitieuses, interviennent sur tous les territoires, que ce soit les territoires urbains, les territoires ruraux, les territoires périurbains, sur les quartiers de la politique de la ville, aux zones rurales, celles parfois aussi
trop éloignés des services publics. Nous touchons également, bien sûr, tous les publics, des entreprises compétitives, au public fragilisé, notamment, on pense aux décrocheurs scolaires, même si j'aime pas trop ce terme-là, il n'est pas très beau, le décrocheur, mais bon, c'est le terme qu'on utilise souvent. Les personnes également sous main de justice et les personnes également en situation de handicap. Et puis, cette responsabilité renforcée nous donne l'occasion de mieux faire connaître aussi à nos concitoyens les multiples opportunités qu'offre l'Europe, comme les programmes d'action communautaire ou les programmes européens de coopération. Nous les accompagnons dans les montages de projets, nous sensibilisons les têtes de réseau. Et notamment, nous nous appuyons sur notre espace interrégional européen qui se trouve à Bruxelles. L'Europe, si elle sait retrouver la confiance des peuples, si elle sait montrer qu'elle peut protéger, qu'elle peut offrir des perspectives en matière d'emploi, un avenir à ses jeunesses, qu'elle rassemble plutôt qu'elle ne divise, alors elle saura retrouver le visage qu'on lui souhaite. J'espère sincèrement que ce nouveau mandat des députés européens, de cette nouvelle commission, permettra de redonner espoir dans ce beau projet européen. Et oui, la mission est importante. Je ne vais pas être plus longue car nous sommes nombreux et que chacun d'entre nous a hâte évidemment d'entendre le débat qui va suivre. Alors je vous souhaite à toutes et à tous belle université d'automne. Je sais que le programme est dense, que le programme est riche. Je vous retrouverai donc demain matin pour vous présenter justement cette démarche innovante de la région pour porter une stratégie régionale européenne. Voilà, merci à vous. Merci Madame Liliane Jean et merci à nouveau pour votre hospitalité. Vous allez voir tout au long de ces 3 jours, la région vraiment nous accueille au sens propre du terme. Merci et merci pour votre engagement européen. Et je me tourne maintenant vers Madame Claude Seize, représentant le Conseil général. Madame, je vous en prie. À vous la parole. Mesdames et messieurs, monsieur le député, madame la conseillère régionale, chère Martine, madame, comment vous dit-on, la présidente? Non, rien, si, enfin, voilà. Mesdames et messieurs, à vous tous, que je pourrais qualifier de chers amis pro-européens. J'appartiens à une génération pour laquelle la construction de l'Europe était une exigence, une nécessité, était aussi un rêve. Mon père, qui était déjà, j'allais dire, un pro-européen, m'avait appris toute petite l'espéranto. On n'en parle plus aujourd'hui, mais c'était déjà une première manière de formuler ce rêve qu'au-delà des frontières, eh bien, les hommes puissent travailler ensemble, puissent construire ensemble une Europe qui soit une Europe de la paix. Nous savons les uns et les autres aussi que nombreux parmi nos concitoyens sont à l'image de cette Europe en construction, avec des mariages, des unions, qui montrent que, eh bien, on peut s'unir à un Espagnol, un Italien, un Allemand, un Serbe, un Croate, un Ukrainien. J'ai la chance, et je dis j'ai la chance moi aussi, d'être mariée à quelqu'un qui est d'origine belge, polonaise, serbe, croate, allemande et ukrainien. C'est aussi par sa vie personnelle et ma fille est mariée avec un Espagnol. C'est aussi par sa vie personnelle que l'on construit l'Europe. Et c'est aussi comme cela qu'on fait taire les différences, et c'est aussi comme cela qu'on construit la tolérance qui est indispensable encore plus aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Alors nous sommes dans une période difficile, une période de crise économique mondiale qui a entraîné ce qu'on a appelé la crise de la zone euro. Parmi les pays les plus affectés, un certain nombre de pays du Sud, notamment la Grèce, l'Italie, Chypre,
l'Espagne, le Portugal, qui ont pour certains pris d'importantes mesures d'austérité, qui ont entraîné de la part des habitants de ces pays une perte de confiance, car il y avait une inquiétude qui s'était répandue. L'inquiétude est toujours synonyme de perte de confiance, et c'est cela qu'aujourd'hui, tous ensemble, eh bien, nous devons combattre. Cette défiance aujourd'hui touche tous les pays de l'Europe et a donné lieu aux dernières élections, à ce qui a été signalé par l'intervenante précédente, à une forte abstention et parfois aussi, malheureusement, à la montée des partis populistes qui, eux, sont opposés à l'Europe. Notre période aujourd'hui est une période de repli sur soi et c'est un des défis que tous ensemble, nous devons combattre. C'est véritablement dans ce cadre-là que pour lutter contre cette défiance, que nous devons encore plus aujourd'hui qu'hier informer la population du rôle de l'Europe. Les maisons de l'Europe eh bien, jouent particulièrement ce rôle. Elles occupent une place de premier choix depuis un peu moins de 10 ans, depuis 8 ans maintenant. Nous avons aussi quelque chose qui est très important. Nous avons la volonté au département, indépendamment de l'accompagnement que nous pouvons apporter à la Maison de l'Europe de Loire-Atlantique, nous avons la volonté eh bien, de dire que seul cet échelon européen pourra garantir la réponse adéquate à la mondialisation de tout ce qui existe aujourd'hui. Seule la construction de l'Europe pourra lutter contre les replis sur soi. Seule la construction de l'Europe pourra lutter contre les replis identitaires. Seule la construction de l'Europe sera de nature à répondre durablement aux enjeux de l'époque d'aujourd'hui. C'est cette construction qui doit aussi s'accompagner par l'attente de nos citoyens sur un élargissement plus grand des compétences, notamment dans le domaine social. Nous savons là qu'il y a un enjeu, notamment dans le domaine du travail, notamment dans le domaine des salaires, notamment dans le domaine de l'égalité des droits. Alors que dire aujourd'hui? Eh bien, nous avons fait le choix au département d'intervenir d'abord au niveau de ceux qui seront l'avenir de demain, c'est-à-dire les jeunes, c'est-à-dire les collégiens dont nous avons la responsabilité, et de travailler avec l'éducation nationale. C'est ainsi qu'en Loire-Atlantique, nous avons aujourd'hui, pour cette année, 23 collèges qui ont été mobilisés. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons 92 classes qui ont travaillé dans le cadre d'un programme en faveur du développement de l'Europe. C'est ainsi qu'en Loire-Atlantique toujours, nous avons 9200 élèves qui se sont penchés sur une thématique qui concernait l'Europe. Au-delà de ce travail avec les collégiens, eh bien, Martine, tu t'en rappelles peut-être, il y a quelques années, lorsque j'étais vice-présidente à l'éducation, nous avions créé les cercles Europe. Et c'était quelque chose qui était important, parce que c'était aussi montrer aux jeunes que le regard de l'autre n'est pas forcément moins intéressant que son propre regard. C'est aussi ce qui apprend la mobilité. Et nous savons aujourd'hui qu'être mobile, c'est un atout dans la construction d'une période où la mondialisation est importante. C'est aussi important, ces cercles Europe, parce que c'est montrer que les coutumes des autres nous apportent quelque chose et nous apportent aussi ce qui est indispensable, c'est l'acceptation de l'autre, c'est la tolérance. Alors au-delà de ces cercles Europe, nous avons cette année inventé avec les jeunes un dépliant « L'Europe, c'est pas sorcier ». Et c'était une façon de dire à tous les collégiens, nous avons distribué ce dépliant à plus de 4000 collégiens, c'était leur dire « c'est votre Europe, c'est votre avenir que vous devez construire ». Et puis nous avons aussi travaillé sur un concours « Vivre l'Europe demain », parce qu'il nous semble que cela aussi, c'est important, faire en sorte que ces jeunes s'approprient le cadre de ce qui fera leur future citoyenneté. Nous avons aussi dit, monsieur le député,
nous avons aussi réalisé des vidéos sur le thème de « Si j'étais eurodéputé, que ferais-je pour créer cette Union européenne ?» Et je crois que c'est en les rendant acteurs que nous pourrons faire en sorte que les mentalités évoluent. Au-delà de tout cela, nous savons que nous ne pouvons pas tout faire. Et nous avons aussi choisi de continuer à soutenir l'accueil des jeunes en service volontaire européen. Nous avons aussi développé un certain nombre d'événements autour de la fête de l'Europe. Et nous avons aussi soutenu un certain nombre d'associations partenaires, car nous savons que c'est en réunissant le plus grand nombre de bonnes volontés que nous pourrons faire avancer les choses. C'est ainsi que nous soutenons, par exemple, une radio locale, Euradio Nantes. C'est ainsi que nous soutenons également Graines d'Europe. Alors, au-delà de tout cela, que peut-on dire encore ? Eh bien, à partir de 2015, nous avons décidé d'engager une nouvelle action pour soutenir les mobilités des collégiens en Europe sur la base d'appariements de collèges, pour faire véritablement vivre cette Union européenne. Alors j'aurais tendance à dire que non seulement ce travail avec les jeunes permet de faire progresser leur pratique des langues étrangères, mais il permet de les ouvrir à d'autres cultures, il permet de se projeter davantage. Tu l'as dit tout à l'heure en parlant des emplois, cela permet à ceux qui sont porteurs aussi d'activités économiques d'avoir des activités plus vastes, plus élargies, dans un cadre qui dépasse le seul cadre du territoire. Et puis, nous avons aussi favorisé la maturité de ces jeunes, car il est vrai que quand on se frotte aux us et coutumes des autres, eh bien, on grandit. On grandit dans sa tête, on grandit dans son comportement. Alors, avec l'Europe d'ouest en est, c'est un slogan que nous avons adopté au département de Loire-Atlantique. Nous soutenons une expérimentation menée avec la délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération, la DAREC. Cette action a permis l'appariement d'un nombre important de collèges et avec des Allemands, avec des Polonais, avec des Hongrois. Je pourrais parler plus longuement, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, dans cette période de difficulté, il ne faut pas que les élus, et je fais exprès, étant une élue, de prononcer ce mot, que les élus, lorsqu'ils ne savent pas répondre à une difficulté, disent c'est la faute de l'Europe. C'est une tentation que certains ont utilisée. Nous sommes tous responsables. Nous savons qu'aujourd'hui, seule la construction de cette Europe nous permettra d'aller au-delà et de répondre aux défis de demain. Alors à vous, les maisons de l'Europe, eh bien, je dois dire un grand merci pour ce que vous faites. Vous êtes un de nos partenaires essentiels. Vous êtes un peu une sentinelle qui fait attention à tout cela et qui nous proposez un certain nombre d'actions au fil des ans. Donc je voulais vous porter très simplement ce message de la part de Monsieur le Président du Conseil général qui m'a fait l'honneur de me demander de le représenter pour cette ouverture. Et je vais vous souhaiter à tous eh bien, une bonne université avec des travaux fructueux qui vont encore faire progresser cette question européenne qui doit devenir une réalité pleine et entière au fil des années. Merci à vous. Merci à Claude Sèvres qui montre la volonté d'un département de s'intéresser à l'Europe. J'ai été frappée par le nombre d'interventions très concrètes qui sont menées ici dans ce département. On en reparlera d'ailleurs demain dans des ateliers dans lesquels on va parler d'expériences qui sont menées ici et là. Et cet échange sera, je pense, fructueux. On a besoin de toute notre imagination, notre volonté pour rapprocher l'Europe des citoyens, et il y a vraiment beaucoup à faire. En tout cas, merci pour ces témoignages. Merci au Conseil général de Loire-Atlantique. Martine Buron,
présidente de la Maison de l'Europe à Nantes. Grammaticalement, c'est parfait. Hein. À Nantes. Je n'ai pas les maisons de l'Europe. À Nantes. Parfait. Monsieur le député, chère Catherine, chère Liliane, cher Claude, vous voyez ici, on est en famille. En tant que donc présidente de la Maison de l'Europe à Nantes, je dois dire que c'est un grand bonheur pour notre maison d'accueillir cette université d'automne. Et quand notre maison, ce n'est pas que la présidente, c'est vraiment nos administrateurs, notre bureau, les salariés. Nous nous en réjouissons depuis plusieurs mois et nous sommes très heureux de vous voir tous ici aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'abord parce que nous nous retrouvons avec beaucoup d'amis. C'est vrai que les universités d'automne sont devenues un moment fort, chaleureux et fructueux. Et puis le fait que cela se passe à Nantes, en Loire-Atlantique, en Pays de la Loire, pour nous, pour notre maison, c'est une reconnaissance qui nous fait chaud au cœur à l'approche de nos 10 ans l'année prochaine, Claude. Je tiens à avoir une pensée, mais il sera avec nous peut-être ce soir, mais en tout cas demain, pour notre président fondateur, Michel Catala, qui a déployé, donc voici déjà une quinzaine d'années, une grande énergie de défricheur et qui a su convaincre les différents niveaux de collectivités territoriales, mais qui ne demandaient qu'à l'être, dans le fond, à apporter leur soutien à notre naissance. Et ce sont des bonnes fées qui se sont penchées sur notre berceau. Et je dis des bonnes fées parce qu'effectivement, les représentantes des différents niveaux de collectivité à notre conseil d'administration sont toutes des femmes. Les femmes sont l'avenir de l'Europe, c'est sûr. Mais les femmes ont besoin des hommes, n'est-ce pas, monsieur le député? Vous vous trouvez un peu seul. Il faudra veiller un peu plus de parité à l'avenir. Donc, notre Maison de l'Europe, c'est vrai, a été fondée voici une dizaine d'années, vraiment dans l'objectif de fédérer des organismes, des mouvements qui existaient déjà à Nantes, en Loire-Atlantique, avec une vocation européenne, avec des engagements européens, que ce soit au niveau universitaire, culturel, politique. Et en particulier, 3 piliers se sont conjugués, avec à l'époque un 4e, la Jeune Chambre économique, mais le Centre culturel européen qui, à Nantes, représente plusieurs cultures européennes, le Mouvement européen, sa section de Loire-Atlantique, et l'Association européenne de l'éducation. Et 10 ans après, eh bien, nous nous sommes étendus à l'ensemble du département, même si nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons obtenu, Liliane l'a rappelé, toutes les maisons de l'Europe de la région, enfin, où la ville de La Roche-sur-Yon possède un centre d'information Europe Direct. D'autres collectivités locales nous ont rejointes, des comités de jumelage, des associations très diverses, soit représentant les différentes nations européennes présentes en Loire-Atlantique, mais aussi représentant des pratiques culturelles très diverses, les arts plastiques, le flamenco, je pourrais en citer énormément, ouvertes sur le monde et les échanges. Mais aussi, les 2 précédentes intervenantes ont souligné l'importance de la jeunesse, des enseignants, des associations d'éducation populaire avec lesquelles nous souhaitons amplifier le travail. À la Maison de l'Europe à Nantes, nous avons toujours souhaité travailler plus en partenariat que pour notre propre compte, agir avec nos adhérents, nos partenaires, ces associations diverses, donc agir avec et pas à la place d'eux. Et la fête de l'Europe, par exemple, chaque année, est une occasion privilégiée de faire vivre ces partenariats dans leur diversité. Partenariats que nous vivons aussi avec nos sœurs, donc Maison de l'Europe et Centre d'information Europe Direct du Conseil régional,
et Liliane nous reparlera demain du fonctionnement, enfin de la façon dont le Conseil régional soutient ce partenariat. Et là aussi, je voudrais donner un petit salut à la Maison de l'Europe de la Mayenne, la vénérable ancêtre et plutôt une mère qu'une sœur des Maisons de l'Europe des Pays de la Loire. Mais aussi, de façon plus informelle, un partenariat avec toutes les Maisons de l'Europe du Grand Ouest, de Caen et Le Havre à Tours, avec lesquelles nous avons des rencontres et des échanges réguliers. Et je voudrais dire que ça a été une grande aventure commune au printemps dernier d'animer sur des bases communes la campagne de l'élection du Parlement européen, avec en particulier des forums citoyens très intéressants. Ce que nous l'aurions fait, bien sûr, chacune de notre côté, mais nous l'avons fait beaucoup mieux ensemble, avec un programme plus inventif, plus diversifié, une mutualisation de moyens. Merci là encore à la Maison de l'Europe de la Mayenne d'avoir bien voulu coordonner ce qui a été lourd à monter, mais très heureux à vivre. Alors, je sais que le Grand Ouest, l'Ouest est une région particulièrement favorable aux valeurs européennes et aux projets européens. Les résultats de l'élection du Parlement européen, même s'ils ont été bien décevants pour nous, ont été plutôt meilleurs que dans d'autres régions de France. Je ne sais pas si notre action conjointe y a contribué, mais après tout, on peut l'espérer, ce qui nous donnera le courage de continuer. Et puis, toujours dans l'esprit de partenariat, eh bien, que ferions-nous sans notre fédération nationale ? C'est vrai que la Fédération française des Maisons de l'Europe est une grande famille, nous nous y trouvons bien et nous apprenons beaucoup à nous soutenir, à échanger des bonnes pratiques, et c'est le but de ces universités d'automne. Et donc j'espère que celles qui vont se dérouler à Nantes, avec vraiment un accueil très généreux de toutes les collectivités territoriales, eh bien, nous permettra d'être mieux armés pour le combat qui est plus que jamais à poursuivre. Les précédentes intervenantes l'ont évoqué. L'Europe, apparemment, sait conquérir les comètes, mais elle ne sait pas conquérir le cœur de ses concitoyens. Donc, cela fait partie de notre travail à venir. Je vous souhaite, dans cette optique, à tous, je nous souhaite à tous, un excellent travail ce soir et dans les 2 jours qui viennent. Et merci encore à ceux qui nous accueillent. Chère Catherine. Ah non, c'est monsieur le député qui prend la parole maintenant, je pense. Merci Martine, merci pour tout le travail qu'a fait et que va faire pendant ces 3 jours la Maison de l'Europe à Nantes. Je viens d'apercevoir qui nous a rejoint, Monsieur Alain Chenard. Je m'interromps pour le saluer. Alain Chenard a été maire de Nantes pendant de nombreuses années dans le passé. Et il a été député et pendant des années dans la délégation des députés français au Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et il connaît bien le Conseil de l'Europe et nous partageons l'un et l'autre une grande affection pour cette organisation. Donc je suis heureuse de le voir ce soir parmi nous. Je vais me tourner maintenant vers le représentant d'une autre association qui est devenu un fidèle de nos réunions. Et je suis très heureuse de vous accueillir, chers amis, ici, députés européens, mais aussi président du mouvement européen France. À vous la parole. Madame la ministre et très chère Catherine, Mesdames les présidentes,
et messieurs les présidents, s'il y en a dans la salle, s'il en reste, une fois que les dames ont pris ce qu'il y avait d'important à faire. Et c'est très gentil de m'avoir choisi comme otage dans cette manifestation où je me sentirais de toute façon très bien si j'avais pu y rester pour vos 3 journées. Car je tiens à dire devant vous, je ne vous apprendrai rien, monsieur le député Chenard, monsieur le maire, mais je tiens madame Catherine Lalumière pour une amie d'abord réelle, et surtout pour une femme d'État. Je ne vous ai jamais accablé d'autant de sincères compliments. J'ai toujours nourri l'espoir d'humidifier vos magnifiques yeux bleus. Peut-être que ce coup-ci, ce n'est pas loin, mais comme ça n'a pas l'air encore suffisant, je reviendrai à la charge ultérieurement. C'est une façon affectueuse de vous dire l'estime que je vous porte pour votre personnalité, vos références intellectuelles et le travail incessant que vous avez fait pour bâtir pierre après pierre dans les postes que vous avez occupés, au gouvernement d'abord, comme ministre des Affaires européennes notamment, au Conseil de l'Europe, où je vous ai vu flamboyante et active, et puis depuis, dans plusieurs autres étapes, dont l'actuelle, à la tête de la Fédération des Maisons de l'Europe, devenue en partie grâce à vous d'ailleurs, franchement, grâce à nos bonnes relations et grâce à vous, le plus fidèle et constant partenaire du mouvement européen français, qui lui aussi naturellement se développe. Et nous ne serons pas trop de toutes ces personnes républicaines issues de familles de pensée parfois différentes, pas toujours, mais parfois il y en a, pour essayer de contrebattre aujourd'hui les démons agités par des responsables démoniaques qui essayent de faire croire que se replier derrière les frontières est un avenir pour nous tous, comme si l'expérience de la ligne Maginot, pour ne parler que de celle-là, du milieu des années 30 pour en parler davantage, de l'issue de la Première Guerre mondiale pour être enfin plus clair, n'avait pas suffi. Vous me permettrez d'abord de saluer le travail que vous nous permettez de faire en commun, tant avec la Fédération qu'avec les Maisons de l'Europe individuellement, et je pousserai de toutes mes forces pour que ces Maisons de l'Europe soient reconnues, elles le sont d'ailleurs, mais soient surtout des gens vers qui nous nous tournons naturellement, les sections départementales du mouvement européen, pour travailler avec vous, parce qu'aujourd'hui on ne sera pas trop de s'unir à toute vitesse devant les démons dont je parlais tout à l'heure. Je voudrais aussi vous dire que ces élections européennes ont été à mes yeux désastreuses, même si ici, comme aurait dit le poète populaire, c'est moins pire, mais quand même c'était vraiment extrêmement désagréable. Ce fut la très mauvaise nouvelle. Et pourtant, chers amis, il faut croire que dans cette mauvaise nouvelle, il y avait autre chose dans la masse des 25% qui ont porté les états-majors anti-européens dans un pinacle dont j'espère qu'ils tomberont comme la grêle tombe par terre. Eh bien, il faut croire qu'il y avait autre chose parce que on voit bien quand même que dès que les choses vont très mal, alors on attend que l'Europe nous protège. Et pour qu'elle nous protège, il faut finir sa construction. C'est bien là la grande chose qu'il faut faire. Je voudrais dire que ces élections européennes désagréables ont donné lieu à quelque chose de bien mieux. Je vais commencer par la Commission européenne. Alors, on avait chacun, les familles politiques, nos candidats. La gauche française et la gauche européenne, les sociaux et démocrates, avaient comme candidat M. Martin Schulz. Objectivement, c'est un ami d'ailleurs, nous nous entendons très bien, et il m'aurait convenu. Dans la tâche républicaine européenne qui nous attend, je n'aurais pas essayé de trouver de livret dans ce bon grain. Donc il m'aurait convenu. Moi, je défendais un autre Européen dans ma famille sociale libérale, M. Guy Verhofstadt, qui est une sorte d'exalté européen magnifique. Mais objectivement, si je fais l'impasse sur les derniers petits avatars, les derniers avatars de ces jours derniers, je ne me plains pas de la candidature et de la réussite de M. Jean-Claude Juncker, qui n'est pas le conservateur que l'on a dépeint en France. Je vous rappelle que c'est lui qui, au Luxembourg, a introduit dans la loi le mariage gay. Au Luxembourg, il fallait le faire. Il fallait le faire.
Et ceci est un signe. Mais surtout, c'est un fédéraliste. C'est un homme qui pense que l'Europe doit avoir un gouvernement, et s'il faut commencer par passer par un gouvernement économique et politique de la zone euro, eh bien, il en est d'accord, et vous savez ce que c'est que de construire un mur. Quand quelqu'un met des briques, même si ce n'est pas le fait de la maison, la faiture, ben vous êtes bien content que des gens mettent des briques sur des briques, et c'est ça la tâche qui nous attend. Par conséquent, cette commission-là, intelligemment pensée, on verra ce que ça donnera à l'usage, puisqu'au fond, il a introduit une dimension politique dans un système qui était fait pour n'en avoir point. Avec ses 6 super commissaires, plus lui-même, ce qui fait 7, on peut attendre d'ailleurs de son adjoint direct, je dirais le proviseur de la maison Commission européenne, M. Timmermans, qui a quelques mérites à mes yeux, dont un, c'est qu'il a fait ses études à l'école des mines de Nancy. Par conséquent, ça le rend plus praticable plus facilement. Et dans cette commission-là, le pouvoir politique est en train de se dessiner, ce sera une bonne chose pour aller vers des décisions régaliennes et cesser de légiférer sur la taille des chaises, des tables, des lacets, la couleur des phares et je ne sais quoi, qui n'est pas le vrai sujet qui va nous opposer aux grandes compétitions économiques mondiales par ordre d'entrée en scène, les États-Unis, la Chine, un jour à nouveau la Russie, c'est déjà en train, l'Inde évidemment c'est très visible, bref, les BRICS, le Brésil, même si le Brésil a quelques essoufflements, je l'espère bientôt l'Afrique, qui est le partenaire naturel, la demi-sœur de l'Europe, et ça c'est difficile de le faire comprendre. Et je pense que cet aéropage politique des 7 commissaires, avec leurs 23 autres, 21 et 7, 28, voilà, 21 autres adjoints, enfin collègues, vont faire une direction politique qui s'occupe des questions régaliennes. Quelles sont-elles, ces questions régaliennes, que nous attendons qu'elles fussent résolues? Ben, c'est d'abord aider les États dans leur redéploiement économique. L'économie, elle n'est pas produite par l'Europe, elle est produite par les États, qui donc ont l'obligation de faire leurs réformes pour se défendre de la mondialisation. Mais l'Europe peut aider, peut les aider puissamment, par plusieurs formules, et notamment un vaste emprunt pour un certain nombre de, je dirais, politiques modernes, contemporaines, dont nous avons besoin. Compléter les infrastructures, notamment transversales. Se diriger massivement vers les industries digitales dont nous sommes un peu orphelins. Il n'y a plus une grande entreprise digitale européenne maintenant. Elles sont américaines, chinoises, coréennes, indiennes, et j'en attends d'autres. C'est une évidence. Il y en a d'autres. Bref, également, je dirais, se lancer dans une véritable conception de la politique de sécurité qui, à mes yeux, comprend l'indépendance énergétique et sa transition vers la nouvelle énergie, les énergies nouvelles, qui comprend la sécurité d'approvisionnement, qui comprend également la sécurité de distribution par les réseaux européens de distribution d'énergie, qui sont très incomplets, notamment en matière d'électricité. Ça se voit d'ailleurs, il suffit d'aller au centre de dispatching des réseaux électriques de Bruxelles pour le voir, c'est très impressionnant. Bref, et puis j'attends de l'Europe qu'elle dise clairement, une fois pour toutes, que les États ayant échoué dans leur politique d'immigration, l'Europe a une politique d'immigration à la demande des États, mais à l'exécution de l'Europe. C'est un débat assez sophistiqué qu'il faut avoir. On ne peut plus laisser sous le boisseau comme la poussière sous le tapis un débat qui engraisse les extrémistes. Vous savez à quoi on reconnaît un extrémiste? C'est celui qui vous mettez dans votre maison et qui se fait payer pour la casser. Alors, ceux-là, vous les reconnaîtrez évidemment très aisément. Je voudrais dire aussi une dernière chose. Il me semble que, me trouvant dans la maison conçue, si je me souviens, si j'ai bien compris ce que m'avait dit Madame par Olivier Guichard, me trouvant dans la ville de Nantes, dont le maire, l'ancien Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, a fait le mieux possible dans le tandem franco-allemand. Il avait quelques atouts, étant lui-même professeur d'allemand, comme vous savez. Je voudrais saluer ces personnes comme étant des gens qui ont construit des entités où l'affaire européenne était évidemment extrêmement importante. Je devrais presque dire ceci d'un autre Nantais célèbre, M. Martin, qui a exporté un peu partout à travers le monde ces fameuses journées musicales qui sont une merveille absolue, je dois le dire, et je ne suis pas du tout gêné pour le souligner. Une dernière chose, avec votre permission, mesdames et messieurs, je voudrais m'adresser aux plus jeunes qui sont dans cette salle, aux plus jeunes femmes et hommes qui sont dans cette salle. Voulez-vous vivre dans un monde où on vous interdit de vous réunir? Pas de liberté syndicale.
Voulez-vous vivre dans un monde où on vous interdit de choisir le parti politique avec lequel vous voulez défendre votre vision de la vie publique? Ou bien aucun parti, ne pas être obligé d'eux? Voulez-vous vivre dans un monde où la pensée officielle relayée par la presse officielle, relayée par la justice officielle, comme c'est le cas en Hongrie actuellement, vous empêche d'avoir une liberté de conscience individuelle, réduisant à néant les efforts d'éducation et, je dirais, d'indépendance de l'esprit qui est le but de l'éducation? Voulez-vous vivre dans un monde où l'autocratie est la préface de la dictature, comme nous le voyons un peu partout chez les autocrates qui s'en donnent à cœur joie, en essayant pour les uns de retracer les frontières extérieures, voire M. Poutine, et pour les autres de retracer les frontières extérieures des libertés individuelles, comme c'est le cas de M. Orban en Hongrie? S'il y avait une personne qui acceptait de vivre dans ce monde, elle n'aurait pas sa place dans les rassemblements européens, bien entendu, et puisqu'aucune personne dans cette salle ni dans les rassemblements européens ne se laisserait aller à une telle imprudence, nous voyons bien ce qu'il nous reste à faire. Aller porter la parole européenne, la contradiction chez les socioprofessionnels, chez ceux qui sont sceptiques, car les autres étant convaincus, ils doivent devenir maintenant des militants debout, afin de faire en sorte que ceux qui sont au pouvoir se sentent encouragés dans une action européenne plus déterminée, qu'on cesse de dire que c'est de la faute à l'Europe quand la rivière déborde, par exemple, et qu'on voit bien que l'Europe est la nouvelle frontière de la prospérité intérieure. Je vous remercie. Merci Jean-Marie Cavada. Oui, nous avons beaucoup à faire, les uns et les autres, mais en s'entraidant, car nous avons des objectifs communs, même si ensuite chacun a ses préférences et ses orientations politiques. Mais l'axe dominant nous est commun et c'est ça qu'il faut suivre. Je pense que la vidéo que notre ministre des Affaires européennes a enregistrée pour nous et a envoyée, est prête maintenant. Donc, M. Harlem Désir, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre, mais il nous envoie son message. Madame la Présidente, chère Catherine Lalumière, Mesdames et Messieurs les députés européens, chers élus locaux, chers militants, bénévoles de la Fédération des Maisons de l'Europe, je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation, vous dire mon regret de ne pas pouvoir être à l'Université d'automne des Maisons de l'Europe à Nantes et souhaiter plein succès à votre rencontre. Je veux remercier les Maisons de l'Europe pour leur travail, pour leur engagement tout au long de l'année, les succès de la Fête de l'Europe, mais aussi des rencontres citoyennes et de toutes les initiatives de débat, d'information qui permettent de mieux faire connaître l'Europe et de débattre de l'avenir du projet européen. Le projet européen qui est aujourd'hui confronté à des menaces, d'abord celle des populismes, celle des nationalismes, de l'extrémisme même, qui s'est exprimée dans presque tous les pays de l'Union européenne à l'occasion du scrutin du 25 mai dernier, mais aussi la menace d'une crise qui persisterait, d'un doute dans la capacité qu'auraient les 28 États membres, les citoyens, à surmonter les défis du temps présent, à retrouver l'union, la force qui a permis aux pères fondateurs de lancer le projet européen. C'est pourquoi votre université d'automne est particulièrement importante, mais au-delà, l'action que vous pourrez mener tout au long de l'année. L'Europe doit donc relever des défis. Elle doit bâtir aujourd'hui, après les décisions qui ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement lors du dernier Conseil européen, une véritable union de l'énergie. Elle doit faire des défis du changement climatique, de la sécurité d'approvisionnement, de la solidarité entre les États membres, l'occasion d'un nouveau grand projet qui mobilise les citoyens et qui nous permet de trouver aussi de nouvelles perspectives d'innovation, de croissance. Elle doit devenir pionnière dans les grands domaines du futur et bâtir en particulier l'union du numérique. C'est un enjeu économique, un enjeu industriel, mais aussi un enjeu citoyen, celui de la protection des données. C'est aussi l'enjeu que l'Europe ne soit pas simplement à la merci de règles décidées par d'autres ou d'entreprises qui seraient venues d'ailleurs pour fournir les services. L'Europe doit aussi être capable d'assurer elle-même la défense de ses valeurs, de sa sécurité dans le monde. C'est le grand défi de la politique étrangère et de sécurité commune. Face aux crises à l'est du continent, où la guerre gronde toujours, face à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen et au Proche-Orient,
où l'Europe est attendue face aux risques en Méditerranée, avec les conséquences que cela a, y compris directement pour le continent, l'immigration évidemment, et donc de la part de certains populistes, la mise en cause de l'espace de libre circulation et des accords de Schengen. Mais d'une façon générale, le fait que nous devons travailler à la stabilité de la rive sud de la Méditerranée et du continent africain, qui est notre voisin direct. Face à tout cela, l'Europe doit franchir une nouvelle étape. Elle doit donc devenir plus que simplement ce qui a été construit jusqu'à présent, qui doit déjà être complété, une union monétaire et une union bancaire, mais une véritable union économique et sociale. Mais elle doit être aussi une union politique qui assume de plus en plus son rôle global, qui assure sa propre sécurité, qui promeut ses valeurs à travers une politique étrangère commune. Voilà les valeurs et les objectifs qui sont aujourd'hui devant nous. Ils relèvent bien sûr de l'action des gouvernements des 28 États membres, de l'action de la Commission européenne, de l'action du Parlement européen, mais rien ne se fera sans la mobilisation des acteurs de la société civile. On ne construira pas cette Europe politique sans une Europe des citoyens, et c'est pourquoi je voulais saluer et remercier les Maisons de l'Europe pour l'engagement et le travail qui sont les vôtres. Merci beaucoup et plein de succès à l'Université de l'Automne des Maisons d'Europe. Madame la Présidente, chère Catherine Lalumière, Mesdames et Messieurs les députés européens, chers élus. Bien, c'est formidable, car le ministre devait savoir que le temps réservé au discours introductif était épuisé. Ce que j'aurais voulu dire, il l'a dit. Les grands thèmes, les valeurs fondamentales qui doivent sous-tendre toutes ces politiques qu'il a passées en revue, ces chantiers qui s'ouvrent à nous tous, aux élus du Parlement européen, aux nouveaux commissaires et à nous les citoyens qui sur le terrain essayons de faire avancer les choses aussi. Nous essayons d'expliquer les choses, nous essayons de faire comprendre un certain nombre de choses, et tout ça, le ministre vient de l'exprimer. Donc, je crois qu'on peut l'en remercier. On a l'impression qu'on est en phase avec lui, et c'est réconfortant. Nous allons maintenant, j'avais naturellement préparé au cas où un petit discours introductif. Mais pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire des raisons d'horaire, je vous infligerai le petit discours demain matin, à l'ouverture de nos travaux. Il s'agissait tout simplement de présenter l'organisation générale, le programme général de nos journées de l'université. Et donc ça peut attendre demain matin. Maintenant, nous allons à nouveau remercier ceux qui se sont exprimés et grâce auxquels nous sommes réunis ici, accueillis ici, bien traités ici. Vraiment, toute notre gratitude, toute notre reconnaissance. Et au seul homme du panel, nous sommes tolérantes, n'est-ce pas? On laisse quand même un siège au sexe masculin. Bon. Et, merci Jean-Marie Cavada d'être fidèle à nos réunions et j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble. Nous allons nous interrompre quelques minutes et puis la table ronde pourra commencer. L'interruption vraiment minimale, hein, quelques minutes et ensuite on se retrouve dans cette salle pour un débat qui sera, j'espère, fort intéressant.
Amis, je vais vous demander de regagner vos places. Nous avons un léger retard sur l'horaire prévu. Donc, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, nous allons commencer ce soir un débat ouvert au public, c'est-à-dire que nous avons ici dans la salle, d'une part, des membres des maisons de l'Europe, mais nous avons la joie aussi d'accueillir des citoyens et des citoyennes de la région nantaise qui s'intéressent à l'Europe et qui vont suivre nos débats. Il en sera de même samedi pour la clôture de notre université d'automne. Cette clôture donnera lieu à un débat qui sera ouvert au public de la région. Alors, le thème de cette conférence d'ouverture ce soir, le nouveau visage de l'Europe après les élections européennes. C'est vrai que l'année 2014 a été riche d'événements, notamment nous avons eu au mois de mai
les élections des députés au Parlement européen. On ne peut pas dire qu'en France, nous nous soyons couverts de gloire, en tout cas au regard des critères du respect des droits de l'homme et des valeurs que nous considérons comme importantes, mais je pense que vous allez en parler. Il y a quelques jours, nous avions la nouvelle commission qui prend progressivement ses fonctions. C'est aussi un très grand changement. Puis il y a toutes sortes d'événements autour de nous qui nous concernent et dont certainement les débatteurs ce soir parleront. Chacun a ses opinions. Je laisse à l'animateur Laurent Marchand le soin de présenter ses intervenants au fur et à mesure. Pour ma part, je vais rejoindre les auditeurs et je laisse les débatteurs débattre entre eux. Cher Laurent Marchand. 1, 2, 3, oui, merci. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Avant de rentrer le plus rapidement possible dans le vif du sujet, je vous présente justement nos invités, en partant à ma gauche de Jimmy Jamar. Vous savez que chaque pays a une représentation, la Commission européenne a un bureau de représentation dans chaque capitale des 28 États membres. Monsieur Jamar est le chef donc de la représentation de la Commission en Belgique. Donc il est doublement proche de la vie des institutions européennes, donc ce serait intéressant d'avoir votre avis. À ma gauche, Christian Lequesne, professeur à Sciences Po, ancien directeur du CERI, le Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Je signale aussi qu'il a été quelques années en poste à Prague, donc qu'il connaît bien aussi toutes les thématiques liées à l'Europe centrale, à la partie orientale donc, de l'Europe, et Dieu sait si depuis un an, c'est un flanc particulièrement sensible pour le fonctionnement de l'Europe. Je continue dans l'ordre. Patrick Le Yarrick, député européen de la gauche unitaire européenne, du Front de gauche donc. Depuis combien de mandats? C'est le deuxième qui commence. Et à ses côtés, M. Gauzès, qui, durant 2 mandats, si j'ai bien retenu, a été député européen pour l'UMP, le Parti populaire européen. Donc nous avons 2 députés européens sur des fronts politiques normalement plutôt opposés. On verra sur certains thèmes sensibles justement comment la discussion pourra avancer. Brièvement, avant de commencer, je voulais juste, puisque c'est moi qui animais déjà la conférence il y a un an, vous rappeler juste l'état d'esprit dans lequel on était, car il y a un an la crise était très forte. On s'attendait à des élections européennes un peu catastrophiques, il faut bien le dire, en termes et de participation et d'expression du vote. La participation a été moins catastrophique qu'annoncée. Par les sondages qui circulaient en début d'année 2014, on était même en dessous de la barre des 40% de participation. Au final, il y a eu une sorte de tenue par rapport aux précédentes élections européennes de 2009. Pour ce qui est par contre de l'expression du vote dit populiste, pour ramasser un peu toutes les catégories. Et là, on n'a pas été déçu d'une certaine manière par rapport à ce qui avait été annoncé, puisqu'il a bien été au rendez-vous, et particulièrement en France, comme vous le disiez, Madame Lalumière, avec une très forte affirmation du Front National, avec aussi au Parlement à Strasbourg et à Bruxelles l'affirmation d'une multitude de forces politiques qui sont tantôt qualifiées d'europhobes, tantôt d'eurosceptiques, un panel particulièrement varié qui pèse plus qu'avant, numériquement, sans pour autant avoir totalement altéré les grands équilibres politiques au sein du Parlement européen, qui sont toujours déterminés par les 2 principales forces, le Parti populaire et le Parti socialiste. Mais ce serait intéressant d'avoir l'opinion ensuite justement de 2 députés européens pour nous dire, même si nous ne sommes qu'en début de législature, nous donner des éléments sur la manière dont ces nouvelles forces politiques de rejet, généralement, de la construction européenne. Comment travaillent-elles? Comment vont-elles conditionner ou pas les travaux donc, de cette législature? Avant d'évoquer tous ces sujets, je voulais juste donner 3 grandes directions, justement, en disant qu'il y a un an, on s'attendait à ce vote. Donc l'affirmation du populisme, elle est là. La crise était déjà, bien sûr, dans tous les esprits. On espérait même un rebond. Un an plus tard, on craint une nouvelle stagnation, et les chiffres de l'Allemagne confortent cette crainte. Et troisièmement, il y avait le sommet de Vilnius sur le partenariat oriental, qui était au mois de novembre de l'année dernière, qui devait mettre justement à l'agenda
la grande question du positionnement de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine, et bien un an après, non seulement la crise ukrainienne a connu plusieurs crises successives avec l'annexion de la Crimée et avec ce qui est en train en ce moment même de se passer dans l'est de l'Ukraine, mais on mesure combien ce partenariat oriental qui n'était traité que par les spécialistes des questions européennes est en train de faire comprendre à l'opinion publique, et les sanctions contre la Russie le font comprendre dans l'Ouest aux producteurs très directement, combien on ne peut pas fermer les yeux par rapport aux grandes crises internationales et géopolitiques, à commencer par le défi que la Russie pose à l'Europe dans son positionnement, pas toujours très cohérent, et ce sera intéressant d'avoir les avis des uns et des autres. Avant d'entrer dans le débat et ensuite de vous permettre de poser des questions, je vais commencer par Christian Lequesne, par le prof de Sciences Po en quelque sorte, pour qu'il nous dise un peu comment, au sortir de cette année électorale, avec ce nouveau visage donc des institutions européennes, il est trop tôt bien sûr pour juger de leur action, et on ne va pas commenter ce qui s'est passé avec Juncker nécessairement depuis 48 heures, mais par contre, quels sont selon vous les grands défis que l'Europe doit relever aujourd'hui dans ce nouveau contexte politique ? Merci beaucoup Laurent, bonsoir à tous, merci de cette invitation, c'est un grand plaisir pour moi d'échanger ce soir à Nantes avec vous. Défis, bah, écoutez, je pense qu'il y en a 4 ou 5. Le premier, et je crois que les votes l'ont montré, quand je parle des votes, je parle des élections européennes. Vous avez dit que un certain nombre de partis dits populistes ont quand même fait de beaux scores, grosso modo. Moi, j'aime pas trop populiste parce que je trouve que dans le fond, beaucoup de partis politiques sont populistes. Eurosceptique, c'est aussi un terme un peu difficile à manier quand on est un scientifique parce que ça veut dire beaucoup de choses très différentes. Hein. Donc voilà, mais disons, un tiers des élus appartiennent à des partis qui ont une forme d'opposition ou d'autre à la construction européenne et parfois une opposition même de principe à l'idée même de la construction européenne. Donc ça veut dire quelque chose. Je crois qu'il ne faut absolument pas traiter cela par le mépris. Et à mon avis, la première chose, c'est la question économique. Bien sûr, on a eu cette crise très forte en Europe depuis 2008, et je crois qu'elle nous amène à réfléchir à ce qu'est aujourd'hui d'abord l'Europe dans le monde. Hein, je crois que c'est un point très important. Il faut que nous soyons conscients, lorsque nous parlons de l'Europe, que nous sommes dans un monde qui lui aussi est en train de changer, et qui est un monde qui apporte à l'Europe tous les jours beaucoup plus de concurrence sur le plan économique. Hein. Donc il faut que l'Europe, dans ce monde, trouve sa place. Et à mon avis, nous n'avons pas tellement de solutions. La seule solution que nous ayons vraiment, c'est de travailler sur des économies qui produisent de la très haute valeur ajoutée. Hein. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de pays dans le monde qui produisent des produits de gamme moyenne et à bas prix que nous ne pouvons plus concurrencer, il faut le reconnaître. Donc notre seul moyen, c'est de travailler sur les biens industriels, les services à haute valeur ajoutée. Et vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler l'innovation, la recherche, l'éducation. Tout ça est très très important si nous voulons que cette Europe vieillissante, car par ailleurs nous faisons de moins en moins d'enfants dans ce continent, puisse tenir la concurrence mondiale. Deuxièmement, en rapport plus avec la crise, c'est la question macroéconomique. Je ne pense pas que le problème soit l'austérité d'un côté et d'autre part le néo-keynésianisme absolu. Non, il y a, on le voit bien, un juste milieu à trouver. Nous ne pouvons plus vivre au-dessus de nos moyens, donc le fait d'avoir des politiques budgétaires qui nous rappellent quand même qu'il faut essayer d'équilibrer nos budgets me paraît une chose légitime. Je rappelle quand même dans ce pays, la France, nous sommes en déficit budgétaire depuis 1974. Le dernier, pour prendre simplement l'exemple de la France, le dernier budget en équilibre, c'est 1974. Jimmy vient d'un pays, la Belgique, où il y a un déficit budgétaire important aussi. Et en même temps, il faut aussi que nous pensions aux investissements
pour essayer de stimuler la croissance, ce qui veut dire que nous avons besoin aussi de penser à des dépenses et à des dépenses d'infrastructure, mais qui soient contrôlées. Et on le voit bien, je trouve caricaturale la façon dont on oppose l'austérité allemande au néo-keynésianisme du sud de l'Europe. Les Allemands, aujourd'hui, sont en train de se poser la question justement d'investir un peu plus. C'est un pays qui a un gros problème d'infrastructure, notamment dans la partie ouest de l'Allemagne. Et donc la question, c'est bien de trouver le juste milieu. Troisièmement, je crois qu'il faut qu'on pense à l'agenda des politiques européennes et qu'on se dise, écoutez, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on a pu faire ensemble et que maintenant il faut qu'on gère les acquis, ou est-ce que nous avons encore d'autres domaines que nous devons développer, c'est pas une question simple. Est-ce qu'on a atteint un effet de seuil en quelque sorte, ou est-ce qu'il y a encore des politiques que nous n'avons pas suffisamment explorées? Moi, j'en vois une en tout cas, c'est la politique de l'énergie. Je pense que là, il y a un vrai dossier pour les Européens. Nous sommes loin, ceci étant, d'avoir trouvé pour l'instant le compromis et le consensus nécessaire. Là encore, je prendrai les deux exemples France-Allemagne. 80% de l'énergie que nous consommons dans ce pays est d'origine nucléaire. En Allemagne, on est en train de penser à la fermeture des centrales nucléaires. Voilà. Et je ne crois pas que les Allemands reviennent sur cette décision. Mon quatrième défi, il a trait aux frontières de l'Europe. Nous voyons bien que l'élargissement a été un formidable facteur de stabilisation de l'Europe. Et si nous faisons une analyse coût-bénéfice des élargissements, je crois que nous pouvons arriver à la conclusion qu'il y a plus de bénéfices que de coûts. Alors on me dira, oui, mais l'état de droit n'est pas installé partout, la Roumanie a du mal, etc. Mais enfin, j'aimerais là quand même attirer votre attention, si la Roumanie n'était pas dans l'Union européenne, ça serait bien pire. La Roumanie aurait une corruption vraisemblablement bien supérieure à celle qu'elle a aujourd'hui. Mais il est absolument certain que l'élargissement a une implication sur la vitesse de décision, sur les compromis, et aussi que l'élargissement aujourd'hui n'est pas tellement légitime auprès des peuples. Voilà. Et ça, c'est un point qu'il faut considérer sérieusement. Quand je parle avec les diplomates, et il m'arrive de les rencontrer très régulièrement, je les vois continuer ces négociations d'adhésion tous les jours avec la Serbie, avec le Monténégro, et en même temps je vois les sondages qui sont catastrophiques. Dans un pays comme l'Autriche, j'y étais il y a quelques semaines, les sondages à l'égard des Balkans sont négatifs comme jamais, alors que les Autrichiens soutenaient l'élargissement il y a 10 ans à la Slovénie et plus récemment à la Croatie. Donc c'est un point dont il faut parler, mais en même temps, pensons aussi à la stabilité politique que cela crée. Voilà. Dernier point, cher Laurent, c'est un point en rapport avec ce que vous nous disiez du rôle international de l'Europe. Qu'est-ce que nous voulons comme rôle international pour l'Europe? Est-ce que nous voulons rester une puissance douce, en quelque sorte, pour traduire l'expression américaine de soft power qui sait exporter des normes, sait exporter son économie, ou est-ce que nous voulons aussi intervenir davantage dans la régulation des conflits et des guerres, qui ne sont plus exactement les mêmes guerres qu'hier, sont des guerres plus asymétriques, avec des acteurs plus difficiles à identifier. Un groupe terroriste, c'est pas une armée, c'est autre chose. Mais en tout cas, est-ce que nous voulons participer en tant qu'Européens à cette régulation de la sécurité mondiale? Moi, j'aurais tendance à dire oui, et en même temps, je vois que peu de pays sont engagés. Voilà. Et il y en a deux, grosso modo, qui aujourd'hui ont des défenses qui représentent des ressources à peu près, point de vue matériel convenable, c'est la Grande-Bretagne et la France.
Mais je crois que la question mérite d'être posée de la relance justement européenne. Et aussi, ça commence par la fabrication des armements. Je voudrais simplement citer un chiffre, 80% des armements aujourd'hui sont de fabrication nationale. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de coopération. Il y en a quelques-unes bien connues, mais très peu. Et je crois que moi, ce point est un point important parce que et là, c'est intéressant, nous avons perdu totalement la notion de menace, précisément parce que la construction européenne nous a détourné de la menace. Et donc, d'une certaine manière, c'est un succès. Hein, y compris les eurosceptiques, d'ailleurs, sont sur ce référentiel. Et en même temps, il ne faut pas oublier que le monde n'est pas débarrassé du conflit. Et donc, à mon avis, nous avons encore un rôle à jouer. Merci voilà Christian, donc les 5 points. Pour la concision et la densité des points qui ont été évoqués. Pour l'économie du débat, on va peut-être les scinder en abordant d'abord un thème et ensuite l'autre, si on devait les résumer en 2 grands chapitres, économiques et géopolitiques. Je vais faire le pendule d'un côté et de l'autre. Je demandais à M. Le Yarrick, peut-être par souci d'ordre dans le débat, de commencer sur les questions économiques. Christian Lequesne disait, est-ce que le vrai débat, c'est entre politique keynésienne ou extrême rigueur? Selon lui, c'est une 3e voie qui doit être explorée. Quel est votre sentiment de ce point de vue? On est dans une Europe coupée en 2, nord-sud. On est dans un conflit d'approche entre la ligne Merkel et la ligne plus keynésienne, que défendent les pays du Sud d'ailleurs, impossible à surmonter. Quelle est votre vision, vous, de ce débat qui est récurrent depuis des mois maintenant? D'abord, je veux juste dire 2 phrases sur ce qui ressort des élections européennes. Il faut quand même, je crois, bien prendre la mesure de la crise économique et sociale, la crise d'identité de la construction européenne, mais de la crise de l'idée européenne désormais. Et on a cité les résultats des élections européennes en France, mais ce n'est pas qu'en France. Et donc, on ne peut pas occulter le fait que des peuples ne veulent pas de ce qui se passe. On peut discuter à tort ou à raison, mais c'est une donnée politique à partir de laquelle on doit raisonner. Et pourquoi on en est arrivé là? Secondement, sur la question de l'économie, nous sommes, oui, depuis maintenant 4 ans, 5 ans, dans des politiques d'austérité renforcées. Dans le Sud, c'est un véritable massacre dans les pays du Sud, ce qui est la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande avant, mais maintenant les plans qui sont appliqués en France et en Italie produiront exactement les mêmes effets. On nous dit que c'est pour réduire la dette et les déficits publics. Mais ce que constate tout le monde, c'est que plus on applique des politiques économiques restrictives, plus la dette augmente, plus les déficits augmentent. Donc il faut expliquer pourquoi cela se passe ainsi. Et moi je crois que ça continuera de se passer ainsi tant qu'on n'abordera pas les questions de fond. La question, moi je ne crois pas que les gens vivent au-dessus de leurs moyens. 16 millions de personnes en France terminent le mois à 10 € près. Tout le monde est obligé... C'est le pays que disait Christian. Comment? Il ne disait pas les gens, il disait le pays en fait. Le pays. Mais où nous vivons, en quoi nous vivons en dessous de nos moyens? En quoi l'Italie vit au-dessus de ses moyens? L'Espagne vit au-dessus de ses moyens. L'Espagne n'avait aucune difficulté. On a transformé une dette privée immobilière en dette publique. Et ici, c'est pareil. On a transformé des dettes privées en dettes publiques. On a renfloué en permanence. Il a fallu renflouer en permanence les banques. C'était peut-être une nécessité. Mais les mêmes qui venaient manger dans les mains de l'État, aujourd'hui demandent le démantèlement des États et de toute structure, parce qu'on pourrait inventer autre chose. Moi, je suis même pour inventer autre chose. On peut inventer des structures européennes nouvelles de coopération, ce qu'on ne fait pas. Et donc, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Tant qu'on sera dans ces critères où on réduit les possibilités de relance économique et de relance sociale,
on aggravera les déficits, on mettra les gens de plus en plus dans les difficultés et on se privera d'engager les défis de l'avenir. Parce qu'il n'y a pas de projet européen aujourd'hui. Il y a beaucoup de bricolage, beaucoup de discours, ça je n'en disconviens pas, mais il n'y a pas de projet européen. Nous avons aujourd'hui une banque centrale européenne qui est contrainte même de surpasser le traité dont on nous avait dit qu'il était intangible, etc. On a aujourd'hui un président de la Banque centrale européenne, et il a raison, surpasse la lettre et l'esprit des traités pour donner de l'argent aux banques privées pour qu'ils rachètent de la dette d'État. Il y a même un débat aujourd'hui qui est très intéressant à la Banque centrale européenne, où la Banque centrale se pose la question de savoir, enfin, l'entourage de Draghi et Draghi lui-même se pose la question de savoir s'il ne devrait pas prendre directement de la dette. Il y a même le débat de savoir s'il ne devrait pas prêter directement à un certain nombre d'entreprises. Mais ça, ce sont des débats intéressants. Pourquoi ils sont camouflés, ces débats? Moi, je suis pour ce débat. Parce que la création monétaire qui est faite aujourd'hui pour les banques privées, soi-disant pour irriguer l'économie, la réalité, c'est que malheureusement, ça n'irrigue pas l'économie. On a un taux de crédit de la Banque centrale aujourd'hui de 0,05%. Même si le taux bancaire des banques privées a considérablement baissé, ceci ne conduit pas à irriguer l'économie. Donc, il faut bien avoir ce débat. Nous avons là une structure supranationale, fédérale même, et malheureusement, elle n'est pas pilotée et en permanence, M. Draghi est sous la pression d'un certain nombre d'États qui justement disent « non, mais ne faites pas trop d'expansion ». Autre défi, si dans les projets européens, évidemment, quelques projets qu'on fasse, pour moi, ça ne peut être qu'un processus de transformation. Ça ne sera que processus de transformation. Je vais en prendre deux. On a ce projet dit Europe 2020, dont je me rappelle, l'an passé, vous aviez discuté à Strasbourg abondamment. Mais si dans ce projet-là, aujourd'hui, on n'injecte pas plus de dispositions sociales, d'harmonisation sociale et d'harmonisation fiscale, mais pas une harmonisation fiscale et sociale vers le bas, vers le haut, on ira à la catastrophe. Donc un des défis qui est posé aujourd'hui, c'est qu'il faut bien arriver à modifier, à infléchir, en tout cas à réorienter. Le président de la République emploie ce mot de réorienter. Si on ne réoriente pas un certain nombre de choses en injectant du progrès social dans l'ensemble de ces projets, nous continuerons à avoir les difficultés que nous avons aujourd'hui. Si on ne veut pas traiter la question qui était venue dans la campagne des élections européennes d'un salaire minimum dans chaque État, il ne s'agit pas d'un salaire minimum unique dans l'Union européenne, c'est totalement, ça ne marche pas, mais un salaire minimum dans chaque État, en les faisant progresser au fur et à mesure, ça mettra du temps, ça va mettre, je ne sais pas moi, un quart de siècle, peut-être un demi-siècle, j'en suis bien conscient. Mais si on ne va pas vers là, on continuera à avoir les distorsions d'aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas un petit continent, nous n'avons pas besoin à nous référer en permanence aux États-Unis. Par exemple, M. Juncker, il a pris la mesure de ça, puisqu'il dit il faut un plan d'investissement, il faut 300 milliards. Alors on va y venir justement, oui. Il faut 300 milliards. Mais donc 300 milliards, c'est sur 3 ans. Mais 300 milliards, ce n'est pas grand-chose. C'est 0,71% des richesses produites dans l'Union européenne. Nous sommes le continent où il y a le plus de richesses produites annuelles. 14 000 milliards d'euros, bien plus qu'aux États-Unis. Donc nous avons, et j'ajoute que nous avons une épargne quasi équivalente à cela. Autrement dit, on a des forces, on a des possibilités aujourd'hui pour se transformer nous-mêmes. Pas besoin d'appliquer la totalité de la politique que je propose. Je ne suis pas en train de défendre cette politique. Là, ce soir, je suis en train de défendre autre chose. Je suis en train de défendre le début d'un processus d'autre chose. Deuxième question, on ne peut pas laisser la jeunesse dans la situation où elle est. Il y a un projet aujourd'hui de garantie jeunesse. 6 milliards d'euros qui est mis, le Bureau international du travail dit il faudrait au moins 21.
Mais ce projet-là, il faut que ce soit quelque chose de tangible. On ne peut pas continuer à dire aux jeunes d'Espagne et puis d'ailleurs d'aller travailler en Allemagne parce qu'il va manquer de main-d'œuvre en Allemagne demain. Il faut qu'ils puissent vivre et travailler étudier, libres de se déplacer où ils veulent, mais s'ils veulent travailler dans leur pays, on ne peut pas leur fermer la porte comme on fait aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a là beaucoup d'enjeux, de stratégie économique, de relance sociale pour moi, des enjeux internationaux. Vous avez cité les frontières de l'Europe avec la Russie. Moi, pour tout vous dire, je suis plutôt pour la formule de De Gaulle, de Mitterrand et de Gorbatchev. Moi, je rêve plutôt de la maison commune que de la guerre à la frontière de l'Ukraine. Mais il faut faire autrement. Il faut agir autrement que nous le faisons aujourd'hui. Ça, on va venir dans une deuxième partie. Je vais dire quelque chose de plus. L'Union européenne ne peut pas se désintéresser de l'ensemble du continent africain et du Proche et du Moyen-Orient. Il y a des enjeux considérables là, si on s'est intéressé autrement, et si ce qu'on dit des politiques de voisinage avait été pensé autrement, peut-être que nous aurions contribué à infléchir les choses d'une autre manière. On va y revenir très certainement. Je rebondis sur ce que vous disiez du plan de 300 milliards de M. Juncker, pour donner la parole à M. Jamard, et qu'il nous dise tout d'abord brièvement peut-être son observation de cette année électorale de la Commission. Donc, qu'est-ce que ça change de votre point de vue? Et puis, dans un deuxième temps, vous aussi, sur le débat économique, peut-être pouvez-vous nous dire quelque chose sur ce plan de 300 milliards de Juncker? Est-ce que c'est un montage de chiffres auquel on a été habitué, ou est-ce qu'il y a une attente qu'il faut un peu entretenir, et à quoi doit-on s'attendre? Donc, dans un premier temps, l'évaluation des élections. Alors, sur le premier point, d'abord, je voulais moi aussi remercier Catherine Lalumière, et je suis très heureux de vous retrouver pour certains ici à Nantes. Je parlerai, donc, en parlant de la commission, j'ai l'habitude aussi de parler en mon nom personnel, hein, parce que on ne demande je pas me mieux. considère comme un bon serviteur de la commission, mais je suis avant tout aussi un citoyen européen. J'essaie d'être un citoyen engagé au service de l'Europe. Et là, quand même, justement, sur le titre du débat de ce soir, je pense que je n'étais pas du tout surpris par les résultats des élections européennes. Je pense qu'elles traduisent effectivement une double perte entraînée et subie par la crise. Et je dirais, nous avons perdu deux choses. Nous avons perdu dans l'aventure le sens commun du projet européen, et nous avons perdu surtout, pour moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, parce qu'on peut parler du débat économique et du débat géopolitique, on a perdu les citoyens, on a perdu les gens, on a perdu l'appui des gens. Sur ces deux points, je